Allez, on termine cette émission par une mode qui prend de l'ampleur aux États-Unis en matière d'introduction en bourse, celle de la cotation directe, où les entreprises en fait viennent en bourse sans pour autant lever des capitaux, lever de l'argent, émettre de nouvelles actions. On va voir que des grands noms de la tech notamment l'ont utilisé. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste et directeur de la rédaction de Boursorama. On revient juste au départ quand même pour fixer un peu les idées sur ce mécanisme de cotation directe. C'est une tendance qui monte aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement, on va voir, c'est surtout aux États-Unis, effectivement. On a l'IPO qu'on connaît, l'Initial Public Offering, donc l'introduction en bourse, telle qu'on la connaît, où une société va s'entourer de banques, va aller faire la tournée des popotes, essayer de convaincre des investisseurs institutionnels. Il va y avoir une période de souscription, comme on peut l'avoir vu finalement en France avec ce qu'on a vu avec la Française des Jeux. Voilà. On établit, les banques travaillent pour vous, établissent une fourchette de cotation, dimensionnez un petit peu à la taille des fonds que vous voulez lever, parce que souvent, effectivement, ces introductions sur le marché sont l'occasion de faire une augmentation de capital. Ouais. Faire rentrer de l'argent frais. Faire rentrer de l'argent frais, c'est-à-dire pour ça qu'on financer les projets, le développement, l'investissement, c'est une des raisons pour aller en bourse. Et une fois cette période de souscription terminée, on a un prix d'introduction et on a une première cotation. Et les banques s'engagent aussi à stabiliser le cours, à accompagner finalement ces premiers pas en bourse. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on connaît. Et à côté de ça, effectivement, il y a le direct listing, donc la cotation directe, qui permet cette fois-ci de s'éviter tout ça, parce que vous l'avez dit, effectivement, il n'y a pas d'augmentation de capital, on entre effectivement sans lever d'argent frais, donc pas de roadshow, pas de tournée des popotes, pas d'investisseurs à convaincre. Ça, donc c'est une solution qui a l'avantage de la simplicité, on pourrait dire. Pas de dilution aussi pour les actionnaires existants. C'est quand même un truc pas mal. Et aussi, pas de lock-up. Ça, c'est aussi une grande différence. Qu'est-ce qu'un lock-up? C'est cette clause qui oblige les actionnaires existants ou les investisseurs précoces à conserver leurs actions. Ceux qui ont vendu. Voilà, exactement. Ou les actionnaires historiques, alors que l'action va entrer sur les marchés, à conserver leurs actions pour un peu stabiliser le cours et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un retour de papier sur le marché trop vite. Généralement, c'est une période, allez, on va dire de 6 mois, ça peut être un petit peu plus. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Et l'intérêt, encore une fois, de cette cotation directe? L'intérêt, effectivement, c'est d'apporter de la liquidité aux actionnaires existants, ceux qui ont envie de sortir et de matérialiser leur plus-value. Exactement, et c'est tout à fait ça. Et l'intérêt, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'une IPO, qu'une introduction classique, dans lesquelles les banques peuvent prendre jusqu'à 7% Combien 7%, ça peut être ça. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis il y a un phénomène, un petit peu, il faut le dire, David, de grogne, justement des capitaux risqueurs qui sont, c'est souvent donc des sociétés de la tech, comme vous l'avez dit, des sociétés qui ont déjà levé des fonds. Et il y a une grogne des fois des capitaux risqueurs qui se disent, alors déjà sur le lock-up, parce qu'eux, ils ont peut-être envie de sortir tout de suite, et ça ne les arrange pas de conserver leur titre 6 mois. Et d'ailleurs, finalement, est-ce que les banques sont à la fois très gourmandes, c'est-à-dire qu'elles prennent cher en frais, et en plus, est-ce qu'elles font leur boulot sur la fixation du titre? J'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, souvent, on a eu un cas assez révélateur avec, vous savez, Beyond Meat, cette société qui fabrique qui fait des steaks végétaux, en fait, c'est pas vraiment de la viande. Le cours, la valeur s'est introduite par le biais d'une introduction classique. La fourchette d'introduction avait été réévaluée et on voit que le cours a augmenté énormément dès la première cotation. Tant mieux, non? Non, pas pour les capitaux risques. Voilà, exactement. Ceux qui ont vendu, qui auraient aimé que la valorisation soit plus élevée, c'est ça? Exactement. Et les capitaux risqueurs se disent, bon, est-ce que les banques font bien leur job? Est-ce que, dans le même temps, finalement, elles n'assurent pas une première cotation avec une forte augmentation du titre, ce qui va faire plaisir aux investisseurs qui ont souscrit, qui sont parfois aussi leurs clients. Voilà. Au détriment des vendeurs. Au détriment des vendeurs. Et même de la société qui, finalement, aurait pu lever plus si son action avait été mieux valorisée. Donc, il y a ce phénomène, il y a cette petite grogne sur les banques. Et en fait, pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, des grands noms ont utilisé. Et pour les adeptes de la musique, c'est Spotify. Voilà, donc le groupe suédois Spotify. Et c'est l'exemple
parfait d'une grosse société, effectivement, qui n'avait pas besoin de cash. Et puis surtout, sur l'économie, ça a été chiffré par le cabinet d'études SharePost, ça lui a coûté quand même 50 millions d'euros parce que vous avez quand même des banques qui vous accompagnent, vous n'y allez pas tout seul, mais elles vont plus avoir un rôle de conseil sur la façon dont vous allez communiquer aux investisseurs, sur effectivement comment vous allez procéder. Donc il y a quand même un rôle de conseil, mais ça coûte beaucoup moins cher. Donc 50 millions au lieu de alors on pense que cette cotation directe lui aurait fait économiser 300 millions de dollars. Voilà. C'est quand même pas mal. Autre groupe, Slack, qui fait des logiciels collaboratifs pour les entreprises, et qui, lui, en fait, est rentré aussi par cotation directe, et effectivement, qui n'avait pas forcément besoin d'argent, puisqu'il avait 400 millions de dollars. Il avait levé 400 millions de dollars en août 2018, je crois à peu près peu de temps avant son introduction. Donc, et ces boîtes s'en portent pas plus mal, encore une fois. Et ces boîtes s'en portent pas trop mal. Après, il faut voir, effectivement, si on rentre dans le détail de leur évolution boursière, après, c'est une autre musique, puisque, par exemple, Slack perd, je crois, un peu plus de 40% depuis son introduction. Mais est-ce que c'est lié au fait que ce soit une cotation directe? Non, pas du tout. Et effectivement, ça ne pose pas de souci. Il peut y avoir juste un inconvénient. Les inconvénients. Ouais, il n'y a pas de lock-up, donc il peut y avoir une volatilité plus forte. Parce que les mecs peuvent vendre, les actionnaires historiques peuvent vendre à tout moment. Donc on peut avoir une énorme partie du capital qui, dès la première cotation, change de main. Exemple, Spotify, 30 millions de titres qui avaient changé de main lors de la première séance sur à peu près 180 millions, donc c'est quand même pas mal. Slack, c'était quasiment la moitié du capital qui avait changé de main en une séance. Donc voilà, en termes de volatilité, ça peut être un peu plus rock'n'roll qu'une introduction classique. Spotify, Slack, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Parce que on voit les avantages, c'est moins cher, c'est séduisant, on voit bien pour les entreprises, plus flexible, moins cher. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les boîtes? Et même les bourses, je sais pas, le Nasdaq, c'est une nouvelle source de revenus pour je pense elles, que ceux qui ne doivent pas forcément être super contents, c'est les banques d'investissement, parce que là, on y voit bien effectivement le manque à gagner, même si, ils se récupèrent un petit peu sur le conseil. Le NYSE et le Nasdaq est plutôt en faveur de ces procédures, parce qu'en fait, on voit bien notamment aux États-Unis, je crois que c'est avec Patrick Artus que vous en parlez souvent, sur le fait qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sortent des marchés et de moins en moins qui rentrent dessus. 20 ans, le nombre d'entreprises cotées a été divisé par 2 aux États-Unis. Sur les 9 premiers mois de 2019, on a un nombre d'IPO en recul de 23% en volume par rapport à la même période de l'année dernière. Donc c'est une façon de faire revenir. C'est une façon. Alors finalement, le NYSE voit plutôt ça d'un bon oeil. Parce que c'est une façon de faire revenir en bourse des boîtes qui ne seraient pas venues parce qu'elles se financent via le privé, via le private equity, via le private qui marche très très bien, effectivement. Et une des façons de les séduire, ce serait effectivement de favoriser ce système. Et même, et là, c'est là où il y a une initiative qui est lancée et par le NYSE et par le Nasdaq qui a réfléchi aussi à cette situation, de se dire finalement, pourquoi on ne permettrait pas une cotation directe en levant des capitaux, c'est-à-dire en levant cette restriction, on pourrait arriver avec une procédure simplifiée pour faire une augmentation de capital. C'est la SEC, c'est l'AMF, l'équivalent de l'AMF. C'est la SEC, la Security and Exchange Commission. Donc ils ont... Et alors ils sont le NYSE. Alors, le Nasdaq était en discussion. Le NYSE a officiellement fait la demande et la SEC a dit... On est dans l'actualité là. Oui, elle a dit non. Elle a dit non pour le moment. Pour le fait de cumuler à la fois cotation directe et augmentation de capital. Non, la SEC n'a pas motivé sa décision. C'est non. C'est non, mais ça ne veut rien dire pour la suite. C'est-à-dire que souvent la SEC commence à dire non et puis elle fournit des différents... Je pense qu'il y avait tout un tas de questions effectivement sur s'il se passe ça, c'est-à-dire que si on permet l'augmentation de capital à cotation directe, comment on va communiquer aux investisseurs, comment on va déterminer... Enfin, il y a tout un ensemble de choses qu'il va falloir préciser. Donc, je ne pense pas que ce soit un non définitif. Je pense que NYSE a dit qu'il restait très engagé dans cette volonté de développer la cotation directe et notamment cette option de faire une cotation directe avec une levée de fonds. Donc, je pense qu'on va en entendre parler. Le Nasdaq n'est pas encore tout à fait sorti du bois. Je pense qu'ils essayaient ils envoyaient un peu leurs copains du NYSE voir comment ça se passait. Donc, je pense qu'il y aura du neuf. En 2020, ils restent quand même très convaincus pour redonner un peu de l'allant à la bourse. Je pense que là, il y a une clé, en tout cas pour le marché américain. Sur ce système. C'est une histoire uniquement pour les Américains ou est-ce que c'est quelque chose aussi en France, parce que revenons un peu chez nous, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? On a de la cotation directe, le mécanisme existe, mais c'est peu utilisé. Faut dire qu'on a on a pour le moment peu de Spotify à se mettre sous la dent. Voilà. Et puis je crois que le dernier cas significatif qui est arrivé, ça se passe notamment dans le cas de scission, notamment quand ArcelorMittal avait coté en bourse sa filiale sur les aciers inoxydables Aperam. Ça s'était fait par cotation directe. C'est à peu près un des rares exemples que je peux vous citer. Donc ça reste quand même très anecdotique pour le moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur aux États-Unis. On voulait vous en parler. Ils sont souvent précurseurs. On suivra ça de près. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Bye.